Alors, donc, oui, quand on a discuté de la journée avec Johan, j'ai pensé tout de suite à Connemara, qui est un roman de Nicolas Mathieu. Donc, Nicolas Mathieu a eu le Goncourt pour son précédent livre, qui s'appelait Leurs enfants après eux, et il a initié peut-être une petite, une démarche systématique d'analyse du bassin lorrain au regard de la problématique de la disparition, de la désindustrialisation, de la pauvreté rampante et probablement la confrontation aussi d'une bourgeoisie locale qui reste encore assez ancrée dans le territoire et qui fait une confrontation finalement de classe. Alors, Connemara, c'est l'histoire de deux personnages qui ont évolué longtemps en parallèle et qui se retrouvent. Donc l'histoire d'Hélène, qui est une jeune quarantenaire qui a pu faire des belles études et qui est partie un temps travailler dans un cabinet de conseil à Paris, et puis suite à une crise existentielle, est revenue habiter dans le territoire lorrain, et de Christophe qui était lui aussi qui était au lycée, au collège et au lycée avec Hélène, et qui lui est resté sur place, qui est hockeyeur et qui a qui a eu une vie beaucoup plus locale. Et donc sur cette confrontation de deux univers avec des appartenances à des classes sociales différentes, Nicolas Mathieu va tisser la toile de son roman, ce qu'il appelle un voyage dans un pays qui chante Sardou, et qui va voter contre soi, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est une étude en terre du Rassemblement national, et l'idée c'est de regarder un peu pourquoi finalement on arrive à un territoire qui a basculé dans cette radicalité politique. Alors, juste pour vous mettre dans l'ambiance du conseil, alors moi je travaille beaucoup sur la fiction et comment la fiction nous aide à comprendre le management, mais aussi comment le management se fictionnalise lui-même. On peut avoir plusieurs écoles pour regarder le roman. Je vais choisir aujourd'hui de ne pas trop vous spoiler, comme ça si j'ai donné envie à quelques-uns d'aller lire le roman, allez-y. Donc je ne vais pas traiter finalement de l'histoire, du fond de l'histoire, mais plutôt de la manière dont Nicolas Mathieu décrit l'univers des consultants finalement, qu'est-ce qu'il peut en dire. Alors, morceau choisi, page 14, vous voyez, on n'est pas très loin. Suis-moi, dit-elle, en traversant le vaste plateau où s'organisait le considérable open space, je précise que c'est en italique, du cabinet de consulting avec son archipel de bureaux, les trois tapis rouges qui ordonnaient les circulations et les nombreuses plantes vertes épanouies sous le déluge de la lumière tombée des fenêtres hautes. Des fauteuils rouges et des canapés gris autorisaient ça et là une pause conviviale. Dans le fond, une petite cuisine aménagée permettait de réchauffer sa gamelle et occasionnait des disputes au sujet des denrées abandonnées dans le frigo. Les seuls espaces clos se trouvaient sur la mezzanine, une salle de réunion qu'on appelait le cube et le bureau du boss. C'est dans le cube, justement, à l'abri des oreilles indiscrètes, qu'Hélène et Lison s'enfermaient. Un peu plus loin, quant au travail proprement dit, elle n'en avait tout simplement plus vu l'intérêt. À quoi bon ces tableaux Excel, ces réunions reproductibles à l'infini et le vocabulaire putain? Quand quelqu'un prononçait devant elle les mots impactés, kick-off ou priorisé, elle était prise en haut le cœur. Et à la fin, elle ne pouvait même plus entendre la note émise à l'allumage de son MacBook Pro sans éclater en sanglots. C'est ainsi qu'elle avait perdu le sommeil, des cheveux, du poids et chopé de l'eczéma sous les genoux. Bon, vous voyez que finalement, on décrit un univers professionnel peu enviable, qui est pris par quoi? Alors, ce que décrit Nicolas Mathieu, c'est un univers compétitif, ultra sexiste, très cynique et souvent absurde. L'absurdité, c'est intéressant parce que c'est un concept qui est peu étudié dans les organisations, mais qui finalement a le mérite de questionner nos modes d'organisation et sur lequel on pourrait se pencher. Cette absurdité, c'est non seulement l'absence de sens, mais aussi l'organisation du travail qui ne correspond à aucun objectif et à aucun résultat finalement que l'on pourrait qualifier de pertinent ni de rationnel. Et donc sur la base de cette absurdité-là, Mathieu va théoriser finalement le conseil
sans vouloir le faire, mais avec quand même un propos très ancré. Alors, l'idée, c'est que le conseil est avant tout, chez Mathieu, une activité qui permet de s'extraire d'un quotidien. Ce quotidien étant à la fois le quotidien du territoire, le quotidien qui va vous relier à une vie professionnelle ancrée quelque part. Et donc, l'idée, c'est qu'on vit une bonne vie parce qu'elle n'a pas d'attache. Et que c'est donc l'ancrage qui pose problème. Elle se disait qu'il n'avait pas dû réussir grand-chose puisqu'il vivait toujours dans les parages. Alors là, Hélène parle de Christophe qu'elle a pu retrouver de manière totalement fortuite dans un Buffalo Bill. Il avait sûrement épousé une fille du coin, foiré ses études et devait vivre plus ou moins comme ses parents avant lui, dignement, c'est-à-dire comme un blaireau. Quoi qu'il en soit, leur place respective dans l'échelle des prestiges s'était inversée. Le champion n'était plus, la première de la classe et insignifiante a fait bien changer. Donc finalement, The Good Life pour Hélène, c'est une revanche sociale. C'est une revanche de la première de la classe qui a subi le bullying et le mépris qu'elle vivait quand elle était lycéenne, voire collégienne. Et ça crée du mépris. C'est-à-dire que finalement, le consultant chez Mathieu est peut-être un être méprisable, mais c'est surtout un être méprisant. Et ça, c'est intéressant parce que sur cette base-là, comment considérer une activité de travail qui soit du conseil? Donc finalement, qu'on apporte de l'aide à une structure si soi-même on est dans une posture méprisante. Eh bien, c'est compliqué et donc ça donne des lions et des hyènes qui sont forcément au sommet de la chaîne alimentaire. Les lions, en tout cas les lionnes plutôt, tuent, mangent et les hyènes se repaissent de ce qui reste, mais à la fin, quand les hyènes sont passées, il ne reste plus grand-chose pour les autres. Ah, peut-être les vautours, mais arrêtez la métaphore animale, vous avez compris. C'était l'inversion des forces qui l'excitait, voir comment l'idole de ses 15 ans allait réagir une fois confrontée à la femme qu'elle était devenue. C'était d'autant plus nécessaire qu'Erwan lui avait encore joué un de ses tours dont il avait le secret. Ce qui se passe là, dans cette scène-là, c'est que Hélène a vu son patron, Erwan, et que ce patron lui a encore montré qu'il était le patron. Et finalement, ça pose problème parce que ce qui est décrit là-dedans, ce n'est pas un univers professionnel coopératif qui pose une injonction finalement paradoxale au métier du conseil, c'est un univers de compétition. Comment, dans ces cas-là, accorder au conseil une dimension qui soit de conseil, alors même qu'on est soi-même dans un univers ultra compétitif? Finalement, Hélène se comporte comme une hyène, c'est-à-dire que son patron lui met la pression, mais elle n'en est quand même pas à remettre en cause finalement ce qui fait l'essentiel de son métier, c'est-à-dire une forme de prédation. Quand bien même elle a bien compris qu'il y avait une chaîne alimentaire, mais elle reste quand même au sommet de celle-ci, quand bien même elle doit être soumise aux injonctions de son patron. De ce fait, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle essaye de prendre l'ascendant et se venger socialement sur ceux qui sont en dessous. Je précise bien entendu que c'est une description qui est faite par Nicolas Mathieu, qui peut être soumise à débat, mais en tout cas, ça nous donne aussi un éclairage particulier sur un type de métier et la manière dont on peut l'analyser le monde littéraire. C'est un endroit où règne un sexisme malveillant. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir un sexisme bienveillant? Oui, il y a un sexisme bienveillant. Celui qui prétend être sexiste parce que c'est pour le bien commun et notamment le bien des femmes. Et là, on n'en est même plus là, en fait, si tant est que ça pouvait être une vertu. Mais on est vraiment dans un sexisme qui s'assume comme tel. Je viens d'avoir Schneider au téléphone. Il m'a surtout dit que tu t'étais conduite comme une conne l'autre jour. Hélène avait encaissé. Surtout rester calme, ne pas passer pour l'hystéro de service. Envoyer l'inversion, finalement, de la culpabilité, de la charge et de la responsabilité. C'est-à-dire que finalement, ce qui s'est passé, c'est que Hélène a eu une réunion avec un client, qui est une collectivité territoriale. Et que le responsable informatique, qui est Schneider, qui est celui de la collectivité territoriale, l'a franchement maltraité. En ayant un comportement ultra sexiste, c'est-à-dire en considérant que l'attitude d'Hélène était probablement due à quelque chose qui relève finalement d'une problématique féminine.
il a appelé le patron en direct, et entre hommes, ils se sont entendus sur l'idée que finalement, c'était insupportable de pouvoir se conduire de cette manière-là, et que forcément, il fallait qu'il mette fin aux agissements de son employé féminin. Hélène pourrait se rebeller. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle intègre elle-même les stéréotypes de l'univers dans lequel elle s'insère, qui est celui d'un sexisme malveillant. Et donc, qu'est-ce qu'elle devient? Une hystérique. Okay, on va aux catégories du sexisme, mais le fait de qualifier une interlocutrice d'hystérique est profondément... en vient à disqualifier son interlocutrice en la renvoyant à une catégorie qui est extrêmement particulière. Et donc, elle-même a intégré ça et ne veut pas passer pour l'hystérosérie. On retrouve finalement, surtout au début du roman et après, cette tension-là, c'est-à-dire l'idée que Hélène a parfaitement intégré les codes du métier et a parfaitement intégré qu'elle devait se départir de caractéristiques prétendument féminines pour aller, au contraire, vers quelque chose de beaucoup plus masculin. Ce qui l'amène à avoir des comportements elle-même problématiques et à considérer l'univers comme un univers de classe et un univers de distinction. À un moment donné, alors vous voyez, on est la page après, hein. C'est-à-dire qu'elle intègre totalement la critique de son patron. Son patron lui dit que c'est problématique, elle se rebelle, mais en se rebellant, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle essaye de détourner l'objection sexiste vers une domination de classe. Et c'est ça qui est intéressant dans le roman, c'est à quel point finalement toute problématique du travail est aussi intégrée par les individus qui font partie de ce monde social. Je n'ai pas fait une putain d'école du top 5 pour être traité comme une boniche. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que finalement, parce qu'elle a un parcours scolaire prestigieux, elle doit être renvoyée à une catégorie sociale supérieure. Et que finalement, la boniche, qui serait la femme de ménage, serait une catégorie sociale inférieure à laquelle elle ne peut pas être renfermée. Et donc, tout ça montre aussi à quel point on est dans un univers violent qui demande à ses participants, à ses membres, d'intérioriser un certain nombre de stéréotypes qui sont des stéréotypes de classe et que l'auteur décrit plutôt de manière acérée mais efficace dans son roman. Donc finalement, ce que fait Hélène, c'est qu'elle internalise la question de la classe sociale et elle ne se rend même plus compte à quel point elle est dominante. À tel point que dans l'écriture de Nicolas Mathieu, on a une mise en exergue du gagnant à la fin, qui est le riche mâle blanc. Peu à peu, Hélène s'était détendue elle aussi. Vraiment, cette phrase m'a saisi quand je l'ai lue, avec la violence avec laquelle non seulement elle a été écrite, mais aussi ce qu'elle dit de l'auteur. Et je vais y revenir après, parce que je pense qu'on ne peut pas analyser un roman sans aussi faire une espèce de méta-analyse de qui l'écrit. Et cette phrase-là me semble très très révélatrice de ce point de vue-là. Peu à peu, Hélène s'était détendue elle aussi. Elle aimait bien cette sorte de complicité onctueuse après l'orage. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'elle venait de s'accrocher avec son patron au sujet de Schneider, qu'elle avait répondu de manière extrêmement forte. S'en était suivie une engueulade plutôt franche, où elle avait l'impression d'avoir regagné sa place. C'était plus fort qu'elle. Elle avait eu envie de ronronner dans les jambes, de se mettre soudain à s'agir, lui faire plaisir. Je trouve que cette phrase dit tout, à la fois du roman, mais aussi de celui qui l'écrit. En fait, Hélène, là, est vue comme un personnage qui
a l'impression d'avoir gagné une bataille, mais finalement a perdu la guerre depuis le début. Et c'est finalement ça l'idée du roman, c'est que lorsque l'on lit la 4e de couverture, on prend bien conscience que finalement, il y a un gros problème dans cette vie professionnelle-là, qu'Hélène s'en rend bien compte, mais qu'il est difficile d'en sortir. Elle a fait un burn-out, elle est licenciée à Nancy, son mari lui fait payer durement ce choix, entre guillemets, de délocalisation, mais en même temps, elle a internalisé un certain nombre de problématiques et d'injonctions qui font qu'elle ne réagit même plus à quelque chose d'anormal. Je vais m'arrêter si vous avez des questions. J'ai encore combien de temps avant le petit round de questions? 5 minutes. Ok. Comme ça, on laisse un peu de place. Ok. Donc, le monde du conseil, c'est un monde à la fois, selon Matthieu, bien évidemment. Je vais dire le monde du conseil selon Matthieu. Parce que, pardonnerez cette espèce de comparaison un peu biblique, mais c'est aussi un univers factice. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur le team building, et donc arrive à un moment donné un espèce de moment où, je ne sais pas si vous avez vu Wall Street, non, c'est pas Wall Street, c'est le Loup Wall Street avec DiCaprio. Donc on a l'impression parfois que l'espèce de moments orgiaques comme ça, qui permettent à la fois de créer de la cohésion et en même temps de montrer qui est le patron, bah là c'est tout à fait le cas. À un moment donné, on a une scène de team building où Erwan, donc le patron du cabinet de conseil, vient déclamer un peu comme un sénateur romain, il est habillé en toge, etc., une espèce de tirade où finalement ce qu'il montre, c'est qu'ils ne sont là uniquement que pour pomper l'argent public de ces communautés locales qui leur permettront de s'enrichir. Au Grand Est, clama Erwan, le bras tendu, politique et semblé comme un sénateur romain. Je vous laisse figurer l'image, mais ça rappelle peut-être Elon Musk lors d'une fameuse prise de pouvoir de Donald Trump il y a un peu plus d'1 an. Toute la boîte lui faisait par terre, une flûte à la main, chacun souriant des pitreries du chef qui, depuis la mezzanine, haranguait la foule. Au Grand Est, fit-il encore avant de faire rimer ce vers avec d'autres qui comprenaient, écoutez bien, les mots inceste, oreste et moleste. Un petit peu un champ lexical de la violence qui est quand même assez manifeste. Il fallait le voir pour y croire. Le regard lointain, maritime et prêt à faire éclater le twill de sa chemise bleue, postillonnant et roux comme un Irlandais. Superbe. Hélène goûte à fort ce moment. Les occasions de se marrer dans l'open space n'étaient pas si fréquentes. Donc en gros, on offre un moment de détente qui est un moment d'une violence assez manifeste. Donc y compris des événements qui sont censés créer de la cohésion d'entreprise ne sont que des éléments qui sont prétextes à renforcer la domination, puisque finalement, qui sort dominant? Erwan. Comment il sort dominant? Par la violence et par la domination qu'il prétend occuper, exercer notamment sur ses clients, mais aussi sur ses congénères. Alors, de quoi Connemara est-il le nom? J'ai beaucoup aimé ce roman. Néanmoins, à la relecture, parce qu'il faut toujours les relire les romans, il faut toujours lire les romans 2 fois pour commencer à se faire une opinion sur ce qu'ils valent, il y a quelque chose qui m'a profondément gêné. C'est-à-dire que finalement, Nicolas Mathieu se veut un écrivain mollement bourdieusien. C'est-à-dire qu'il va... on sent bien que son cheval de bataille, c'est la dénonciation d'une domination de classe, y compris dans des territoires qu'on a l'habitude de qualifier laissés à l'abandon. Donc dans cette France désindustrialisée qui ne sait plus trop où elle va et qui ne sait plus trop où elle vote, Nicolas Mathieu entend occuper un terrain qui est la dénonciation du capitalisme et la reproduction qui ne cesse de se faire. Le problème, c'est aussi son écriture. Et je pense que c'est le moment où on peut avoir une méta-analyse du roman. Je vous livre cette phrase.
En tout cas, tu vas y retourner. Faut m'arranger le coup. Tu les suces au besoin, j'en ai rien à foutre. Cette provocation n'avait pas inspiré le moindre frémissement à la consultante. Depuis l'école de commerce, l'humour potache, les vannes de beauf, la solidarité entre couilles, elle connaissait par cœur. Nicolas Mathieu écrit en prenant le point de vue d'une héroïne. Donc il se met dans la peau d'une femme pour écrire. Le nombre de scènes qui sursexualisent le personnage d'Hélène, je vous passe des scènes du début ou une scène de masturbation extrêmement gênante dans la voiture d'Hélène suite à une engueulade avec Schneider, justement. Bref, il y a un regard que j'ai trouvé profondément... Alors, on pourrait parler de male gaze, mais je pense que ce serait plutôt approprié. C'est très compliqué de lire ce roman sans voir aussi à quel point l'auteur est pris finalement dans une espèce de forme d'écriture où son désir transparaît pour son personnage plus que la dénonciation qu'il peut avoir du milieu dans lequel elle s'insère. Donc, je vais terminer là-dessus parce que je pense que c'est important de ne pas, lorsqu'on analyse des œuvres de fiction, d'être embarqué à la fois par la fiction, d'avoir une analyse critique du fond de ce qu'elle dit, mais de ne pas non plus perdre de vue que l'auteur a toujours un point de vue et que ce point de vue-là mérite aussi une forme de critique. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ?